Bienvenue au Polysécure, segment plus pour les PME et grand public dans lequel on va démystifier certains éléments dans lesquels on va pouvoir aider les gens à s'améliorer. Je suis avec Emeline. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très contente d'être avec vous ce matin. Donc oui, Emeline Manson, je suis spécialisée en prévention de la cybercriminalité. J'offre via mon entreprise de la formation, de l'accompagnement aux travailleurs autonomes, aux PME pour optimiser la cybersécurité et l'hygiène numérique de l'entreprise. J'aime beaucoup ce mot que j'essaye de rendre un peu plus à la mode aussi. Mais tout ça pour éviter que plusieurs années d'efforts ne s'évaporent en un malheureux clic. Très intéressant. Puis d'ailleurs, on va adresser la situation, puis on va amorcer ça en parlant des profils de risque, parce que souvent, les professionnels en sécurité vont mentionner des mesures extrêmes et des mesures qui sont sans conséquences ou sans compréhension du contexte. Donc, le profil de risque. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que le profil de risque et comment ça se situe, surtout pour les petits entrepreneurs et les PME? Ben oui, certainement. Et puis, avant ça, j'aurais même envie de débuter en se posant la question, mais pourquoi s'intéresser à ça? Pourquoi s'intéresser à l'humain? Quand on parle de cybersécurité, principalement parce qu'on a beau avoir les derniers systèmes de sécurité en place, aussi robustes, infaillibles soient-ils, mais il reste toujours cette faille persistante-là, une faille humaine, l'humain derrière son écran qui clique, qui communique avec ses clients et qui voit pas toujours nécessairement le risque. Donc, la gestion du risque n'est qu'une question de compromis, selon moi, puis tu me diras ce que t'en penses, mais je suis convaincue que tu es également d'accord. Une question de compromis et que ce compromis est propre à chaque individu et à chaque entreprise. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, par rapport à ça? Tout à fait. Puis ça vient à comment... De toute façon, moi, je travaille plus en grande entreprise, fait que on va faire des analyses de risque dans ce cas-là au lieu de profiler comme tu vas nous parler plus tard. Oui, parce qu'on protégera pas toutes les mêmes choses avec les mêmes moyens, puis certains moyens de sécurité sont excessivement dispendieux. Donc, on va les privilégier sur des actifs ou justement des éléments qu'on veut protéger davantage. Dans le cas des PME, une liste de clients peut représenter, par exemple, un actif très, très précieux, quand peut-être un manuel d'opération d'une machinerie l'est probablement beaucoup moins intéressant à protéger. Faut nuancer, oui. Ouais, certainement. Puis même au niveau de l'individu aussi, si on parle des dirigeants d'entreprise, quel est mon appétit pour le risque? Quelle énergie, quelle chose je veux mettre en place pour... parce que ça demande de l'adaptation, ça demande on fait face souvent peut-être à de la résistance de la part des employés et tout. Donc moi généralement j'aime bien venir avec trois profils d'entrepreneurs justement. Puis par entrepreneur, j'inclus les travailleurs autonomes, j'inclus les PME bien entendu, mais trois profils d'entrepreneurs et je les ai nommés bien entendu pour que ce soit plus facile. Mais et puis les noms vont sûrement te faire rire. Je les ai appelés Bob, Alice et Charlie. Donc j'ai rien. Je te vois sourire. Donc j'ai rien inventé, mais c'est trois noms qui nous reviennent souvent dans le domaine de la cyber, au niveau des communications et tout. Donc chacun d'eux a un niveau d'exposition et de risque différent qu'il ou elle trouve acceptable pour son entreprise. Puis c'est un peu l'idée de dire je suis prête à accepter un certain niveau de risque pour avoir une certaine visibilité et une certaine facilité d'utilisation des outils avec lesquels je travaille. On peut parfois préférer un outil un peu moins sécuritaire, mais qui est beaucoup plus pratique à utiliser. Et je pense que c'est correct tant que je suis consciente des risques, que je les ai calculés, que je les ai mesurés. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et puis de toute façon, la notion même d'être un entrepreneur, c'est de prendre des risques de toute façon. Fait que c'est une notion qu'il faut prendre un risque d'affaires et basculer ça dans un risque TI et un risque informationnel. Qu'est-ce que je fais avec mes informations? Puis je pense que ce lien-là se fait pas nécessairement bien. J'ai trouvé très drôle les trois profils parce que Bob et Alice sont les protagonistes généraux qu'on utilise pour parler en cryptographie. On aura l'occasion justement de démystifier dans un autre épisode. Mais oui, c'est effectivement. Et en quoi ces trois profils-là tu les utilises et comment tu les mets de l'avant pour permettre aux gens de mieux comprendre ces notions-là? Je vais justement leur donner vie, un petit peu comme si j'étais un auteur d'un livre, puis là, j'ai mes petits personnages. Donc, leur donner des caractéristiques. Tu vois, typiquement, Bob, ça va être l'entrepreneur qui veut au maximum faciliter ses processus et ses interactions. Il veut que son utilisation d'Internet soit facile, pratique. Il veut pas trop s'ajouter d'étapes supplémentaires.
c'est un peu un optimisateur qui cherche peut-être la commodité avant la sécurité. Je pense à un épisode, justement, une invitée que tu as eue, qui vous parliez du domaine hospitalier, où est-ce que justement les personnes dans le domaine hospitalier, généralement, on veut pas qu'il y ait beaucoup de clics. Un clic, deux clics, puis après on est tanné. Donc, tu sais, ça serait un peu ce profil-là. C'est aussi le profil d'entrepreneur qui se dit qu'on entend tellement parler de cybersécurité aujourd'hui dans les médias, qui fait un petit peu confiance aux outils, que les outils qu'ils utilisent doivent forcément être bien sécurisés. On n'entend pas tellement parler que les fournisseurs ça doit être un souci pour eux constant. Donc, laisser faire un choix, finalement, il se retrouve cet individu-là peut-être avec un niveau de risque un peu plus élevé pour plus de commodité, pour plus de flexibilité. Est-ce que tu as des cas qui te viennent en tête avec ça? Oui, ben ce cas-là, il est classique. J'en ai beaucoup dans mon entourage, des Bob, disons. Puis sont plus difficiles, sont plus résistants aussi à la mise en place d'outils qui peuvent percevoir comme étant limitant justement cette optimisation-là, qui cherchent à aller à mettre de l'avant pour améliorer leur travail, parce que dans le fond, en PME, c'est ça qu'ils cherchent, là, ils toujours améliorer, rentabiliser davantage leur temps pour un maximum d'effets. Donc, cet élément-là sont plus résistants. Parce qu'ils ont beaucoup, de mon expérience, ils ont beaucoup entendu toutes les lourdeurs que rajoute la sécurité. On va parler, disons, juste l'adhésion à l'authentification multifacteur est compliquée, et encore plus avec ces personnes-là, parce qu'ils vont avoir énormément de résistance, mais le bénéfice de juste ce petit élément-là est énorme sur la sécurité. Donc, c'est de réussir à leur trouver une twist pour les amener à adhérer par leur propre, que leur optimisation nous aide à faire ça. Dans le cas du MFA, j'ai trouvé certaines applications plus modernes qui vont aller du push. Et donc, à ce moment-là, on vient de retirer un élément important, puis qu'on va aller même dans le passwordless, la disparition du mot de passe. Fait qu'on est capable de réussir à trouver des moyens ultra sécuritaires qui réussissent à aller dans leur optimisation. Mais ça, c'est un effort très grand là, comme professionnel d'amener à trouver la solution pour les Bob de ce monde. C'est tellement intéressant ce que tu dis et tellement vrai aussi. Tu vois, ça me fait penser à une de mes clientes qui, elle, était un petit peu... avait des traits de Bob, du moins. Et tu vois, elle me disait par rapport au MFA, typiquement, elle me dit, mais moi, je délègue mes réseaux sociaux. J'ai des assistants, des agents virtuels qui s'occupent de mes réseaux sociaux. Donc, le MFA, c'est pas possible. Mais il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place. Il y a d'autres stratégies qui peuvent être mises en place plutôt que de dire, non, ça, c'est impossible. Non, ça peut peut-être être possible, voyons les autres pistes, mais il y a aussi cette rigidité à dire, faut que ce soit facile, absolument. Si c'est compliqué, ça fonctionne pas. Et aider par rapport à mon point, justement, de mon personnage Bob, qui pense que les outils qu'il utilise doivent forcément être bien sécurisés. Tu lui dirais quoi, toi, à Bob? Bob, c'est le site optimisement. C'est parce que c'est une brèche de sécurité est une désoptimisation. Fait que lui, c'est le fait que ça a l'effet complètement contraire, parce que nettoyer une brèche va créer énormément de soucis. Puis même au niveau, là, tu parlais des réseaux sociaux, c'est arrivé, j'ai eu des comptes de réseaux sociaux dans lesquels je n'avais pas mis mon MFA dessus. Donc, qui se sont fait pirater comme ça arrive à tout le monde. Et le temps que j'ai investi à nettoyer ça a posteriori est en somme très coûteux, surtout pour un entrepreneur qui optimise au maximum son temps. Cette heure ou ces 2 heures-là investies à essayer de corriger un problème qui aurait pu être évité, pas parce qu'on a un MFA, à tous les jours on essaie de rentrer, mais il y a des solutions qui sont optimisables. Donc, juste de s'assurer que sur un téléphone ou selon les différents réseaux sociaux. Donc, on est capable d'arriver à ça. Fait que ça, le petit une demi-seconde que je pèse à appuyer sur mon bouton m'évite 2, 3, 4 heures de temps de nettoyage. Et c'est inévitable maintenant. Là, on peut plus plaider que j'arrive juste au voisin, ça arrive à tout le monde. C'est constant, c'est une menace très présente. Puis les journaux nous le rappellent régulièrement que même les grandes compagnies se font régulièrement avoir par des attaques. Là, après ça, on dit on n'est pas intéressant, c'est pas vrai. Les attaquants visent tout le monde du moment qu'on a de l'argent.
dont les petits entrepreneurs, qui investissent généralement moins aussi, là. Ouais, de l'argent ou des données, effectivement. Puis moi, j'aurais tendance à lui dire également à Bob qu'il se trompe probablement et devrait pas prendre les choses pour acquises. Tu sais, on en a vu plein des outils qu'on utilise à tous les jours qui ont mis en place des paramètres de sécurité un petit peu plus robustes, mais qui les offrent pas par défaut. Il faut aller jouer dans les paramètres de confidentialité, dans les paramètres de sécurité pour mettre des choses en place. Donc, ils sont bel et bien là, les paramètres, mais ils sont pas là par défaut. Donc, de prendre ça pour acquis que on me protège nécessairement. Maintenant, on a un petit bout de chemin aussi à faire dans ce temps-là. Au niveau Alice, c'est l'entrepreneur qui souhaite avoir un certain contrôle sur ses données. Elle va avoir la volonté de bien faire. Mais elle a beaucoup de difficultés aussi en même temps avec la gestion de sa sécurité, la gestion de tous nos courriels, la gestion de tous nos mots de passe. Et moi, la dernière fois que j'ai fait le compte de combien de mots de passe que j'avais, j'ai quand même fait un sacré saut. J'ai dit, ah oui, on se rend pas compte des toutes petites plateformes qu'on utilise une fois, deux fois de temps en temps, mais qui sont comptabilisées quand même. Puis Alice, ça va être le profil d'entrepreneur qui évite, par exemple, d'envoyer des informations sensibles et confidentielle par courriel parce qu'elle est sensibilisée à ça. Elle va partager ses mots de passe de façon sécuritaire. Par contre, tu vois, il y a aussi cette notion de on est tellement pressé, on est tellement débordé, donc parfois elle va pas y penser. Donc on l'échappe de temps en temps. Donc c'est pas toujours évident d'avoir un bon équilibre entre la sécurité et la praticité. Et bon, à ce niveau-là, elle se retrouve avec un niveau de risque peut-être un petit peu plus modéré parce que elle fait quand même bien attention à utiliser des bons outils, mais il y a toujours le fait de je suis distraite, j'y pense pas à ce moment-là, c'est urgent, on attend absolument ce courriel-là, je dois y répondre rapidement. Donc aussi au niveau de ce sentiment d'empressement, cet empressement-là. Oui, puis c'est un peu le même problème que Bob, mais pas tout à fait. Ce personnage-là a déjà une meilleure ouverture, plus facilitant. Par contre, c'est toujours le problème. Ça revient, c'est le même problème que pour Bob. Là, c'est dans le sens où les outils sont mal adaptés. Puis c'est peut-être une question d'incompréhension, de mal éducation des compagnies qui fournissent ces 10 logiciels, la rapidité. On est capable d'être sécuritaire et rapide, ça c'est possible, c'est juste que c'est pas donné ou c'est pas expliqué correctement aux gens la façon de le faire pour justement permettre ce genre de choses-là. On est très loin de l'époque où on avait à devoir pour des courriels sécurisés, par exemple, d'avoir une clé PGP où ça fallait faire une pirouette technologique qui était incroyable, qui était non disponible pour les gens normaux, les entrepreneurs, parce que là, ça prend une connaissance technologique beaucoup trop grande pour manipuler ça. Fait que c'était restreint qu'à une gang de spécialistes seulement. Là, ça s'est transformé. Maintenant, on a des systèmes comme ProtonMail, par exemple, qui nativement tout chiffré, puis qui protègent énormément les données, entre autres. Il y a Signal en termes de communication personne à personne en chat ou en texto sécurisé. Même la communication audio-vidéo sécurisée aussi. Donc, il existe maintenant des outils pour faire ce genre de choses-là facile. Il faut juste amener les gens à migrer vers ces genres de plateformes-là, justement pour qu'ils n'aient plus besoin de réfléchir. Puis ça vient aider Bob, mais c'est aussi Alice, qu'ils n'aient plus besoin de réfléchir, que ça soit construit dedans, dans le processus. Puis ça me fait penser le fait que le Bob va te trouver très irrité par ça, mais Google va obliger le MFA à l'automne. On n'aura plus le choix d'utiliser le MFA pour utiliser les services de Google. Puis si on regarde, Apple le fait déjà d'ailleurs. On est obligé d'activer le deuxième facteur avec tous les services à Apple. Fait que les grandes compagnies vont forcer les plus récalcitrants à bouger vers ça parce que ça c'est tant qu'à moi, une notion de santé publique, c'est-à-dire en aidant tout le monde à migrer vers ce genre de choses-là, on sauve des troubles et des problèmes à bien des gens, là. Ouais, tout à fait. Puis je suis tellement d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut rendre les plateformes, il faut rendre les interfaces faciles d'utilisation sans laisser de côté la sécurité, bien entendu, mais qu'on n'aille pas juste à penser en tant qu'humain, que parfois on puisse être sur le pilote automatique, puis de se dire je sais que je suis en sécurité. Tu vois, c'est vraiment intéressant, Signal, que tu l'aies abordé parce que avec Signal, il y a l'option que tu peux rendre cette application comme messagerie par défaut sur ton téléphone, sauf sur Apple, je pense de souvenir, parce que Apple, tu peux pas déroger de leur iMessage, mais sur Android du moins, et je trouve ça vraiment parfait parce que moi, typiquement,
c'est ce que j'ai fait. Et donc, des fois, j'envoie des textos à des gens qui utilisent aussi Signal. Et donc, du coup, nos communications sont automatiquement sécurisées. On s'appelle, c'est automatiquement sécurisé. Et moi, j'aime toujours quand j'ai une nouvelle personne dans mes contacts puis que je vois qu'elle a utilisé Signal et envoyer un petit message. Elle dit, oh, bravo d'utiliser. Même un de mes clients, dernièrement, il me contactait sur Signal. Je suis comme, oh, bravo, bravo. Donc, c'est ça, de rendre ça automatique, de mettre ça un peu sur le pilote automatique et qu'on n'ait pas nécessairement besoin d'y penser à chaque fois. Puis pour Google, non, c'est vraiment une bonne chose. Puis faut que les gens aussi probablement se disent qu'il va y avoir plusieurs solutions, plusieurs façons de faire. Il n'y a pas qu'une seule façon d'utiliser le double facteur d'authentification. On peut faire justement avec les empreintes digitales, avec les petits pop-up sur le téléphone. Il y a toujours les bons vieux codes aussi, mais on essaie aussi de s'adapter à la personne, aux utilisateurs. Ouais. Puis pour notre ami Charlie, lui, c'est l'entrepreneur méthodique. C'est l'entrepreneur méthodique, un peu plus intense aussi, qui veut protéger un maximum ses données, celles de ses clients. Il sait que l'avenir est au numérique, mais il a quand même peur de perdre le contrôle. C'est-à-dire, mais c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de données avec lesquelles je transige. J'ai peur de la faille finalement. C'est le profil d'entrepreneur qui se met beaucoup de pression, pas toujours à raison. Parce que c'est parfois inutile de se surprotéger, de surprotéger certaines choses. Ça rend nos processus beaucoup plus compliqués quand on s'en va dans peut-être du chiffrement de données qu'on utilise un peu plus quotidiennement et que là, faut rentrer les mots de passe, déchiffrer et tout. Mais lui, à son niveau, a fait le choix d'avoir un niveau de risque plus faible, mais beaucoup moins de flexibilité selon moi, beaucoup moins de visibilité aussi certainement. On va dire, les réseaux sociaux, par exemple, je mets tout en privé. Où je mets tout, c'est uniquement moi qui le vois. T'es rendu là, ça sert plus à grand chose d'être sur les réseaux sociaux si on n'a aucune visibilité. Et puis mentalement, c'est beaucoup plus de stress, de charge mentale. C'est quelque chose qui est là en permanence. Donc c'est vraiment l'autre extrémité de notre Bob, par exemple. Mais est-ce que c'est plus sain? Pas nécessairement. Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Puis je vis régulièrement. Ces profils-là sont super intéressants. Dans le cas d'un profil comme Charlie, c'est les gens qui vont refuser d'utiliser l'info nuagique, par exemple, pour se faciliter la vie dans leur travail. Donc, ils ne vont pas aller chercher tout le bénéfice que les nouvelles technologies offrent par inquiétude, parce qu'ils comprennent pas nécessairement. Puis là, on peut pas s'attendre que des gens dans des domaines très divers puissent comprendre tout ce que c'est. Puis l'info nuagique, il y a tellement de couches d'abstraction que quelqu'un qui est très contrôlant, très méthodique, va avoir de la misère à saisir à quel point sa donnée est protégée et comment on doit aborder cette situation-là. J'ai fait beaucoup d'explications justement dans ce sens-là pour sensibiliser c'est quoi la nature du risque, quel est le risque réel de l'info nuagique et dans quelle mesure on a un problème. Et les gens vont aussi également confondre énormément le fait que comme Google fait son argent sur la monétisation de nos informations. Donc ça, c'est vraiment très important. Puis c'est très ancré dans la conscience collective que Facebook, Google et dans le fond, et incidemment, tous les fournisseurs infonuagiques le font aussi, ce genre de choses. Ce qui est faux, parce que les fournisseurs infonuagiques qu'on paye ne font pas ça. Parce que c'est pas dans leur modèle d'affaires, parce qu'ils monétisent le service qu'ils nous rendent par l'argent qu'on leur donne. Donc déjà là, on est dans un rapport très différent. Puis ça, faut lire un peu malheureusement les différentes clauses qui sont liées, mais quand on lit ces clauses-là, la meilleure que j'ai vue dernièrement, puis j'ai fait une analyse là-dessus, c'est Doodle, par exemple. En service gratuit, Doodle le dit spécifiquement dans ses termes d'utilisation qu'ils vont effectivement transmettre un certain nombre d'informations à des partenaires pour monétiser leur service gratuit. Mais dès qu'on paye, c'est plus là. Cette volet-là de monétisation n'existe plus. Fait qu'il n'y a pas de danger, disons, à utiliser un Doodle si on paye pour le Doodle, dans le sens où nos informations ne seront pas revendues. Et là, c'est aussi savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut protéger? Parce que est-ce qu'un Doodle contient vraiment tant d'informations qui nous est cher, qui nous différencie, qu'on doit protéger, ou on est mieux d'investir dans un système de courriel, disons ProtonMail par exemple, qui va mieux protéger nos choses. C'est tellement intéressant ce que tu dis pour Doodle, justement, il était très, très représentatif. Et moi, il y a un mot qui me vient en tête, justement, c'est la transparence. Mais bon, ça, c'est un autre sujet par rapport à la transparence des plateformes qu'on utilise. Mais oui, le profil Charlie est très intéressant. Et tu vois,
un peu plus concrètement, comment est-ce que je le transposerais dans la vraie vie? Ce serait aussi une personne qui serait réticente à utiliser des CRM. Donc, des CRM, des outils où est-ce qu'on peut mettre les données de nos clients qui peuvent être très sécurisés aussi. Maintenant, notre Charlie, lui, va utiliser plus un bon vieux Excel, généralement. Dans le meilleur des mondes, peut-être avec un mot de passe, quand même, généralement. Mais tu sais, moins de praticité quand même, moins de données où est-ce qu'on peut envoyer directement des courriels avec notre CRM, etc. Et une chose qu'on oublie aussi quand on se dit moi j'utiliserai pas internet, je vais rester au bon vieux papier, mais il y a du risque aussi avec le papier. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On pourrait passer au feu, on pourrait tu sais, il y a les enfants pourraient partager des données en prenant peu importe un papier sans faire exprès puis l'amener à l'école, quelque chose qui est confidentiel. Donc il y a quand même du risque, même quand on dit non, moi je reste en dehors d'internet, c'est une méchante bibite, mais il y a aussi quand même des risques avec le papier qu'on peut parfois oublier, pardon. Effectivement. De toute façon, le confinement nous l'a clairement montré que le papier n'est pas la meilleure façon d'aborder les choses. Le risque, dans le fond, c'est de manque de flexibilité pour adhérer justement les nouvelles façons de travailler maintenant qui ont changé dramatiquement pour la plupart des gens, là, du moins dans la mesure où on était capable de faire du télétravail. Ça l'amène ça. Puis justement, le fait de la maison, ben là, c'est beaucoup plus de papier qui traîne à la maison, les enfants et ainsi de suite. Là, mais c'est un peu aussi le même niveau de l'hygiène numérique au niveau de nos outils de travail que les enfants ne doivent pas toucher également. C'est un continuum. Mais non, la pénalité d'utiliser le papier est tellement grande de nos jours que ça n'a plus de sens pour un entrepreneur de dire ah oui, je fonctionne qu'en papier. C'est plus on n'est plus là. Puis je regardais, j'ai eu des circonstances récentes où j'ai eu une entreprise qui est venue chez nous pour faire des travaux, des estimations comme ça, et l'évaluateur est arrivé avec son iPad, a saisi les informations, puis tout était parti dans la machine. Parce que pour cette entreprise-là, le délai de paiement était raccourci de la compagnie d'assurance, parce que c'est un sinistre. Fait que le délai de retour d'argent pour cette compagnie-là est très important. Donc, c'est le fait de numériser, il y a un gain financier énorme pour eux autres. Donc, eux ont fait le virage il y a déjà un certain temps et il permet à leurs évaluateurs d'être sur le terrain puis immédiatement agir comme ça. Fait que il y a cet aspect-là. C'est toujours un ratio, un coût-bénéfice. Fait que non, papier. Mais les CRM, il y en a des CRM sécuritaires. C'est ça, là. C'est toujours dans la différenciation de tout ce qui se passe dans l'espace public, on a l'impression que Google va tout répertorier tout, ou toutes les compagnies dans les fonds numériques vont faire ça tout le temps, puis vont revendre nos informations. La réalité, non, puis heureusement qu'ils font pas ça, parce que sinon, les modèles d'affaires, disons, des grands opérateurs infonuagiques privés, dans le fond comme Azure, Office 365, Google, la plateforme entreprise, puis Amazon. Quand on est dans ces univers-là, ils ne revendent pas nos informations. Là. On est vraiment dans un univers privé. Là. Puis le seul cas où on pourrait justement avoir un élément qui pourrait causer souci, puis c'est le seul élément qui est encore réel au niveau de souci, c'est que si on a des secrets commerciaux. Puis là, ça, c'est un cas très étroit, puis on ne l'a pas abordé ni dans les 3 profils que tu as mentionnés, mais dans les cas de secrets commerciaux quand on fait de la recherche et développement, des choses comme ça. Là, il y a peut-être intérêt, effectivement, à ne pas utiliser des plateformes comme ça. Mais on n'est pas rarement dans une PME, on est rarement dans un travailleur autonome, on est plus dans un contexte très particulier qui mène justement à prendre une décision de risque différente. Mais pour la plupart des listes clients, un CRM, ça améliore. Il faut avoir un petit peu de bob en soi d'optimisation aussi. Là. C'est un peu ça aussi l'objectif. Là. Oui, exact. Puis tant qu'on sécurise le tout convenablement, on pense sécurité de base, on pense mot de passe robuste, on pense double facteur d'authentification. Donc déjà en partant, c'est des bons éléments à mettre en place quand on utilise ce genre d'outils. Mais toi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu t'es reconnu plus dans l'un, plus dans l'autre, plus dans un petit peu de tout le monde? Question très personnelle. Ouais, ben comme entrepreneur, oui, je suis un peu des 3. J'ai fait pendant des années, j'avais mon propre serveur de courriel dans ma salle de serveur, dans mon sous-sol. Fait que oui, je l'ai fait comme ça pendant un temps. C'est là où tu te rends compte que des fois, de contrôler comme Charlie démesurément, c'est énormément de temps parce qu'il faut que je mette à jour mes propres infrastructures, il faut que je fasse toute cette énergie-là que je mets là-dedans, qui n'est pas de l'argent ou du temps que je mets
pour développer ma business. Fait que dans ça là, moi j'ai basculé, puis là je vais faire la promotion. Moi je suis sur ProtonMail. Fait que mon serveur de courriel qui était à la maison avant puis tout ça, ben j'ai lancé chez ProtonMail parce que j'ai confiance que cette entreprise-là va protéger jusqu'à un certain seuil mon information. Puis c'est un seuil dans lequel moi je suis très confortable. Fait que à travers l'irritant d'être un Charlie, je me bascule plus vers un Alice modéré ou des fois un Bob parce que des fois il y a des choses qu'on réfléchit pas puis on est un peu tout. Et toi, tu te situes dans quel des trois? Oui, c'est pas évident aussi. Je pense on est tous un petit peu hybrides, dépendamment de la période de la journée, peut-être la période dans notre vie, dans la semaine. Donc, je dirais, j'ai peut-être tendance à être un petit peu freak aussi. Si tu veux que je vais te raconter une petite anecdote à la Charlie, où est-ce que je changeais de fournisseur d'accès Internet. J'ai appelé Virgin, puis avec eux, on a trouvé une entente, puis c'était super, et c'était prévu qu'ils me rappellent à 15h pour faire le paiement, faire la facturation. Et à 15h, comme prévu, je reçois l'appel et là j'étais inconfortable de donner mon numéro de carte de crédit parce que c'est pas moi qui avais initié l'appel. Même si j'attendais cet appel-là, je me dis mais imagine, quelqu'un a intercepté notre premier appel, il sait que j'attends un appel. Et là la personne au téléphone, elle a dû me trouver vraiment bizarre, mais j'ai dit écoutez, je sais que c'était prévu mais finalement je suis plus confortable, je vais vous rappeler. Donc voilà, je fais aussi des Charlie de moi de temps en temps et puis je pense que c'est normal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? T'as dit un mot super important et je veux le souligner, c'est confortable. Chacun son niveau de confort avec le risque. Tant que c'est conscient, tant que c'est mesuré, tant que c'est pas laissé au hasard, tant qu'on en a pris conscience puis qu'on a fait un choix éclairé. Et maintenant, c'est ma petite phrase généralement pour conclure avec tout ça et je cherche le mot mais en tout cas, pour qu'on se sente pas coupable, soyez patient. Je le dis à nos auditeurs, soyez patients et indulgents avec vous. La sécurité, c'est un processus. Il est beaucoup plus efficace de changer graduellement ses pratiques, adopter tranquillement de nouvelles habitudes que de tenter de tout changer du jour au lendemain. Et puis, il n'y a pas un profil meilleur qu'un autre dans nos trois profils à l'instant avec Bob, Alice et Charlie. Tout doit être mesuré et tout doit être enligné avec notre propre vision et notre propre confort. Oui, ça revient un peu à ce que je disais aussi, c'est que les entrepreneurs, c'est des gens qui prennent un risque entrepreneurial. Donc, la gestion de risque, c'est une notion comme ça qu'il faut basculer aussi avec les TI. Fait que c'est sûr que les décisions qui vont être prises puis sont différentes. Là. Tu mentionnais tes cartes de crédit, en est un. Moi, j'ai moins de sensibilité au niveau de la carte de crédit parce que de toute façon, on a une responsabilité limitée en termes de pertes associées à ce genre de choses-là. Fait que pour moi, j'ai pas ce degré d'inconfort-là, mais dans d'autres sphères, comme j'avais avec mon serveur de courriel, par exemple, j'avais ce genre d'inconfort-là. Mais ensuite, là, j'ai changé. J'ai appris à connaître un fournisseur en lequel j'ai confiance. Puis c'est ça aussi le point. J'ai confiance parce que je vois que son processus qui est clairement expliqué, puis en général, il explique quand même en des termes assez humains. Fait qu'on est capable de comprendre que ce service-là est quand même protège adéquatement nos informations. Donc, de prendre ce temps-là, puis d'écouter autour de nous, puis on prend, puis il y a des choses que j'envoie par courriel, que d'autres n'enverraient pas. Probablement que toi, t'enverrais pas par courriel. Des fois, je vais voir par courriel et vice-versa, des choses comme ça. Mais c'est chacun. Puis oui, c'est une bouchée à la fois. On mange un éléphant une bouchée à la fois. Ça sert à rien de se mettre tête baissée dans tout ça. Fait que c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Tout est une question de compromis. Je reviens à ma première petite phrase de tantôt. Tout est une question de compromis et puis on y va à son rythme. Oui. Ça conclut pas mal le sujet. Je pense qu'on l'a assez parlé. De toute façon, on va le réaborder de façon différente dans différents épisodes subséquents dans lesquels on va aborder des projets, peut-être des éléments plus précis, dans lesquels on va justement mettre ces profils-là en place. Puis ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir justement parler de ces trois profils-là dans des contextes réels et comment ceux-ci, on peut les amener à aller adopter un meilleur comportement dans un contexte qui pourrait être un peu plus à risque, surtout pour Bob, qui prend beaucoup de risques, mais en même temps aider Charlie à être plus efficace, à prendre les bonnes mesures aux bonnes places et non de prendre de façon globale une sécurité démesurée qui lui dessert au niveau entrepreneurial et au niveau de sa business. Merci. Très belle premier épisode. Et, merci à toi. C'est vraiment tout un plaisir aussi. Je sais que tu t'es posé des questions un petit peu pièges de temps en temps, mais non, il n'y a pas de questions pièges.
C'était vraiment tout un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Puis comme tu dis, on va avoir l'occasion de rebondir probablement dessus à d'autres occasions. Et puis c'est un peu ça l'objectif à travers mes formations. Est-ce que je vais mettre la table en parlant de ces 3 personas-là, ces 3 avatars-là, et ensuite me dire, dans telle situation, voici ce que Bob ferait. Quel est le risque? Quel est l'impact maintenant pour en avoir pleinement conscience? Tout à fait, c'est la suite logique. Oui, merci énormément. Merci à toi.